vais aller à la première question. Madame Binta Diane, c'est ça, hein? Si j'écorche votre nom, je m'en excuse. Vous êtes de RFI, vous aviez souhaité avoir les preuves qui relient Damana en tant que financier de cette attaque. C'est comme ça que j'ai résumé. J'ai dit, cette enquête a commencé en 2021. 33 personnes ont été interpellées. Chacune de ces personnes a eu à faire des déclarations. Et à la fin, elles ont été déférées devant le procureur de la République qui a examiné le dossier et j'ai ouvert une information judiciaire. Et cette information judiciaire a été menée de concert avec les différents avocats. Et par la suite, le juge d'instruction a mis hors de cause plusieurs personnes et n'a retenu que les 5 personnes. Et la cause a été transmise au parquet général afin que cette affaire soit examinée à nouveau au niveau du 2e degré. Et c'est après l'examen de la cause au niveau du 2e degré qu'un arrêt de renvoi a été pris par la chambre d'instruction et a saisi maintenant le tribunal criminel. Ça veut dire que les éléments du dossier sont assez probants. Nous avons ici dans ce dossier un des accusés, et vous étiez là dans la salle, qui fait partie du cercle des grands combattants pour le compte de ce parti politique qu'est le FPI. Parce qu'il est militant FPI, il est militant appartenant à ce qu'on appelle les GOR, Babo Ourien, il est militant GPP. Et c'est lui qui a décidé de mettre fin à cette spirale des tentatives de déstabilisation en donnant le maximum d'informations sur tout ce qui se préparait ou tout ce qui a été préparé et toutes les attaques qui ont eu lieu déjà contre les postes de police et de gendarmerie. Alors, M. Eni Jean-Claude a donc donné les éléments qu'il avait en sa possession. Et c'est pour ça que j'ai dit les charges que nous avons retenues, c'est que c'est lui au moins qui a rencontré personnellement M. Damana Picasse, étant en exil au Ghana, et se sont entretenus. Parce qu'il faut noter d'abord même qu'avant qu'il n'aille vers Damana Picasse, lui, avec Madou Zadi, avec Iko Lagui et autres, ont décidé, après l'échec de la désobéissance civile, alors de continuer leur projet de déstabilisation. Et c'est comme ça que, comme ils ont l'habitude de travailler avec cette prophétesse Nyeneplou Joséphine, ils se sont rendus donc au Libéria pour obtenir le soutien de cette dame qui pourrait leur donner des mercenaires. Et cette dernière a dit qu'elle ne pouvait pas se mêler à cette attaque-là tant qu'elle n'a pas l'accord d'une haute personnalité du parti FPI. Et c'est comme ça qu'il a fait maintenant le voyage du Libéria au Ghana. Et il a été reçu par M. Damana Picasse. M. Damana Picasse a eu un entretien avec lui et ça a été dit à la barre. Tout le monde était là. Et c'est au cours de cet entretien qu'ils ont arrêté le mode opératoire, comment le financement devait être fait et comment le relais devait être établi entre lui et ceux qui doivent exécuter le projet de déstabilisation. Et c'est comme ça que M. Damana Picasse a désigné Kakri Kaza comme étant le porte-parole et son interface, c'est-à-dire son représentant pour le reste des opérations. Et c'est Kakri Kaza, Damana Picasse a dit à la barre devant vous-même et devant nous tous qu'effectivement ce monsieur existe. Il aurait pu dire qu'il ne le connaît pas. Il aurait pu dire, monsieur le procureur, je ne le connais pas. Mais il a dit honnête, il dit, je connais Kakri Kaza, c'est mon homme de confiance
et il est très proche de moi. Et je l'ai dit l'autre jour, où est Kakri Kaza? Et je lui ai dit, il sait, à l'heure là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et c'est Kakri Kaza qui a assuré le relais entre Eni Jean-Claude, les mercenaires, Madou Zadi Guillaume, pour mener les opérations. En fait, l'objectif n'était pas seulement, ce n'est pas l'attaque du 2e bataillon d'Abobo qui allait renverser le régime, non. C'était pour pouvoir s'approvisionner en armes. Parce que ce qui était préparé, c'est qu'ils avaient déjà infiltré le camp. Ils avaient un interlocuteur qui leur avait donné toute l'assurance. Et c'est comme ça que malgré un nombre insuffisant, parce que tous les autres Libériens qui avaient été convoyés à Yopougon n'étaient pas sur le terrain, mais avec l'assurance qui a été donnée par le militaire qui a comparé à la barre et qui l'a confirmé, et qui leur avait donné l'assurance qu'il a convaincu beaucoup d'autres militaires qui sont prêts pour les soutenir. Donc dès les premiers coups de feu, ils allaient réagir pour neutraliser les autres, et puis ils allaient prendre possession de la poudrière, ça allait leur permettre d'avoir des armes. Mais malheureusement pour eux, ces militaires ont joué le jeu. Et c'est pour ça que quand ils ont engagé les premiers coups de feu, malheureusement, la réponse a été fatale pour eux immédiatement et ils ne s'attendaient pas à ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette déroute. Alors pour revenir clairement à votre question, M. Damana Picasse a été cité par l'un des accusés qui est dans le milieu, dans le dispositif même de la lutte et dans les différents dossiers d'action subversive comme étant le financier. Mais attendez, pourquoi il va mettre en cause une personne innocente et puis lui-même il va s'accuser? C'est incongru. Donc, le premier élément de réponse, c'est qu'il a été cité et il allait encore plus loin pour nous qui avons lu tout le dossier durant des semaines et des semaines, mais il a dit que M. Damana va dire qu'il était en exil, il vivait que des dons. Mais il dit, Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Il était approvisionné par le ministre Koné Katina. Voilà. Et nous savons tout ce qui s'est passé au moment où Katina partait en exil au Ghana. Il a dit, et ça est dans le dossier, je n'invente pas. Alors donc, les éléments du dossier sont assez probants qui attestent que M. Damana Picasse était le financier. Et puis mieux, M. Damana Picasse a été cité dans plusieurs dossiers de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais on ne l'a pas poursuivi là-bas parce qu'on n'avait pas les éléments que nous trouvons assez probants. Mais ici, nous avons estimé qu'il y avait assez de détails qui nous permettaient de l'interpeller, de l'inculper, de le renvoyer devant le tribunal criminel. Et nous sommes fiers que le tribunal soit rentré dans une voie de condamnation. Quand vous dites que les avocats disent que c'est un procès politique, mais ça, c'est des sons auxquels nous sommes habitués. Je l'ai dit le jour où j'ai pris mes réquisitions. J'ai dit tout à l'heure, mes contradicteurs vous diront que le dossier est vide. S'ils ne disent pas que le dossier est vide, ils vous diront que c'est un procès politique. Ici, les faits sont têtus. Les avocats ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur des faits. Ils sont obligés de s'accrocher à cette phrase que tous les avocats, lorsqu'ils n'ont pas d'autres arguments, essaient de brandir pour dire que c'est un procès politique. Non, je voudrais que ce soit noté de façon claire et définitive que nous n'avons pas poursuivi M. Damana Picasse en raison de sa qualité d'homme politique. Non, Damana Picasse a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas sa qualité d'homme politique. En plus, est-ce que la qualité d'homme politique constitue une immunité? Non. Donc le dossier qui était en notre possession, qu'on transporte dans une brouette pour aller à l'audience, parce qu'il y a assez de pièces et le dossier est assez fourni, ce qui nous a permis de dire clairement haut et fort que Damana Picasse était le principal financier de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo.
Deuxième question, Monsieur Jérôme Ndri, du Nouveau Réveil. Vous dites à quoi répond à ces condamnations sans mandat de dépôt, à quoi ça répond? Mais j'ai dit, le ministère public que je représente, au regard des éléments que nous avions dans notre dossier, j'ai donc demandé au tribunal de bien vouloir me suivre dans mes réquisitions en raison de la gravité des faits. C'est en cela que j'ai requis 20 années d'emprisonnement ferme. Mais le tribunal, dans son indépendance, a examiné les faits avec sa sagesse habituelle, a estimé, et là ce n'est pas à moi de porter des analyses sur la décision du tribunal qui a été rendu au nom du peuple de Côte d'Ivoire, mais nous a tous dit qu'il accorde des circonstances atténuantes et qu'il les déclare coupables et en répression condamne M. Damanan Picas, Iko Lagui, oui c'est ça, à 20 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'emprisonnement ferme, ainsi que Kwa Justin, naturellement. Mais quand vous dites pourquoi on n'a pas décerné mandat de dépôt, mais une décision, et moi ils l'ont dit déjà hier, qu'ils exercent les voies de recours. Mais l'exécution de la décision appartient au ministère public, j'apprécie l'opportunité. Je suis respectueux de la décision. Ils vont exercer des voies de recours, moi aussi, j'apprécie. Si je vais exercer les voies de recours, c'est-à-dire faire appel, mais le délai d'appel, ça court toujours, c'est 20 jours. Donc, je suis là et je regarde. Mais, si le tribunal avait suivi certainement le parquet en décernant mandat de dépôt, en les condamnant à 20 ans, peut-être qu'on les aurait placés immédiatement sous mandat de dépôt. Mais ce n'est pas du tout, peine perdue. Non. Non. Lorsque la décision va devenir définitive, il appartient au procureur de la République d'exécuter les décisions de justice. Alors donc, si on n'a pas décerné un mandat de dépôt, ce n'est pas une faiblesse de la décision, non. Mais ils ont exercé les voies de recours. Le ministère public que je représente saura exécuter cette décision lorsqu'elle deviendra définitive. Et croyez-moi, Monsieur Jean Mélène Biti, Radio de la Paix. Vous dites qu'est-ce qui vaut la parole de M. Kwa, Justin, face à celle de Henri Konan Bédié. Je voudrais vous inviter à ne pas faire de l'amalgame, comme les avocats le faisaient le jour de l'audience. Le procès concernant le dossier de la désobéissance civile existe et le dossier n'est pas encore clôturé. Et le cas de M. Kwa, Justin, c'était un cas isolé. C'était le 14 septembre 2020, c'est-à-dire la date à laquelle le Conseil constitutionnel devait publier la liste des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle. C'est là où il a essayé de chauffer à bloc ses militants et sympathisants en leur demandant de se préparer physiquement, mentalement et de descendre dans les rues partout en Côte d'Ivoire sur une période infinie en créant le chaos. Et il n'a pas nié. On a posé les différentes questions. Que veut dire se préparer physiquement, de façon violente, de façon désordonnée? Vous étiez là. Il a tenté d'éviter, mais pour finir, je n'ai fait que lire certains extraits de ses propres déclarations devant le juge d'instruction où lui-même il a détaillé et en présence de son avocat même qui était dans la salle. Chez moi, le débat était clos. Alors donc, ici, il faut éviter de faire l'amalgame. Le dossier concernant la désobéissance civile existe bel et bien et je crois que ça va connaître un dénouement bientôt parce que nous étions actuellement à la première session
du tribunal criminel qui vient de prendre, qui va être clôturé certainement aujourd'hui ou demain. Bon, on verra les dossiers qui seront inscrits, mais le dossier Wa Justin est différent du dossier que nous avons intitulé le dossier désobéissance civile 2020, où il figure certaines personnalités dont je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez. Nous avons M. Daouda Live TV. Une seule personne, vous avez dit, sauf erreur de ma part, que c'est une seule personne qui a été condamnée à 5 ans et les autres à 10 ans. Si je peux résumer ainsi. Je voudrais préciser que ceux qui ont été condamnés à 10 ans, il y a le dossier Damana Adja Pikas. Dans ce dossier, il y a Damana Adja Pikas qui a été condamné à 10 ans. Il y a Ikpo Lagui qui a été condamné à 10 ans. Le juge a expliqué et son explication se trouve dans la décision. Maintenant, les autres, c'est-à-dire Eni Jean-Claude, qui lui-même a reconnu les faits, qui a donné les détails et comment a défini le mode opératoire. Il y a Taï Kapé, Carlos alias Koudou, et puis, oui, c'est ça, Eni Jean-Claude, Madou Zadi Guillaume et Taï Kapé Carlos. Les 3 autres ont été condamnés à 5 années, mais pas une seule personne. Ça, la motivation, c'est le juge qui l'a donné. Sinon, nous, ministère public, on a estimé que tout le monde devait être sur le même pied d'égalité. Celui-là même qui est le donneur d'ordre, celui-là même qui a organisé de loin, celui-là même qui a financé, tout comme les agents exécutants ou ceux qui ont mené même l'action, le ministère public estime que ceux-là doivent avoir la même peine. Mais le juge a bien expliqué qu'il accorde de l'arrêt circonstance atténuante, a décidé de frapper fort en ce qui concerne ceux-là même qui ont apporté le financement, et il a décidé que ceux qui étaient sur le terrain comme étant agents d'exécution ont été condamnés chacun à 5 années d'emprisonnement ferme avec les interdictions et les peines complémentaires qui ont été prononcées. Madame Epiphanie, c'est ça, hein? Madame, Alerte Info, vous demandez quelles garanties, existe-t-il des garanties pour... Est-ce qu'il y a eu des garanties pour assurer que cette affaire a été traitée dans le respect des principes de l'état de droit et d'équité judiciaire? Mais la réponse, vous la connaissez. Si vous aviez suivi le procès du début jusqu'à la fin, plusieurs exceptions ont été soulevées par les avocats. Et le tribunal, tout comme le parquet, n'a fait aucune difficulté pour accéder à la demande des avocats. C'est ça, le respect des principes, le respect du contradictoire, le respect d'un procès équitable. Et ils ont demandé au départ que les copies que le procureur de la République a eu à mettre à leur disposition ne sont pas lisibles, ce qui n'était même pas d'ailleurs vrai. Mais nous avons senti ce qu'ils voulaient. Nous avions demandé au tribunal de faire droit à leur demande, que le ministère public va sans délai mettre des copies lisibles à leur disposition. Ça a été fait, ils ont pris les copies lisibles contre décharge dans mon bureau. Et nous avons convenu pour dire que même si d'autres avocats venaient, on n'allait pas encore faire des renvois parce que cet avocat-là va dire qu'il n'y a pas de copies, les copies ne sont pas lisibles. Sinon, les copies que nous avions, elles étaient lisibles, mais j'estime que c'était fait à dessein. Mais ces jours, si nous avions fait un passage en force, alors, madame, en ce moment, on pouvait dire qu'il n'y avait pas d'équité. Mais on a fait droit à cette demande. Lorsque nous étions en état, vous étiez également là. La sécurité du tribunal, les locaux du tribunal, le personnel, les biens, les bâtiments, vous-même qui êtes dans cette salle, votre sécurité est à la charge du procureur de la République.
Et lorsque nous sommes allés à l'audience, j'avais fait venir des éléments pour assurer la sécurité, surtout qu'il y avait aussi des personnalités qui étaient dans la salle, mais il y avait 2 de mes éléments de la police qui se trouvaient dans la salle. Ils ont estimé que ces éléments-là sont encagoulés et que ça empêche les avocats d'être inspirés et d'être concentrés pour pouvoir défendre leurs clients. Mais vous avez assisté à ce que j'ai fait. Dès qu'il a commencé à soulever cette exception, avant même qu'il ne termine, j'ai appelé le chef du dispositif pour mettre mes 2 éléments dehors, pour leur permettre d'être sereins. Et lorsque le président du tribunal m'a donné la parole afin que je puisse statuer sur cette exception qui a été soulevée, j'ai dit, Monsieur le Président, l'exception est sans objet parce que dans la salle, je ne vois pas un de mes éléments cagoulés. Mais durant tous ces procès, j'avais ce devoir républicain d'assurer la sécurité de tous ceux qui sont venus pour assister à ces procès. Madame, je suis en train de dire tout ça pour dire que tout ce qui a été soulevé comme exception pour permettre à mes contradicteurs d'être à l'aise, le tribunal a fait droit en accord avec le parquet. Au surplus, lorsque nous étions prêts, le jour où la cause a été renvoyée pour les réquisitions et plaidoiries, les avocats sont venus encore plaider pour dire qu'ils ne sont pas en état. Parce qu'à la veille, nous avions mené les débats jusqu'à minuit 27. Et nous avons suspendu l'audience pour être reprise le lendemain. Les avocats ont encore soulevé une doléance de leur permettre une semaine afin qu'ils puissent aller organiser leur défense. Le ministère public que je représente, j'ai demandé au président de bien vouloir leur accorder 1 mois pour permettre à mes contradicteurs d'être prêts et affronter le parquet. Mais nous, on connaît notre dossier. Ils n'ont pas lu le dossier à fond. C'est pour ça que pour les coincer, je prends des parties, des déclarations de leurs propres clients contenues dans le dossier, et puis on donne lecture, et puis ils sont là. J'ai dit ce que je viens de lire là. Votre avocat qui était là s'appelait tant. Entend l'avocat me mettre dans la salle. C'est ça, connaître son dossier. Mais si vous voyez que le ministère public a accepté de leur donner encore un délai, en accord avec le président du tribunal, de 1 mois pour leur permettre d'être prêts, c'est parce que nous avions voulu que tous les principes d'équité que vous avez évoqués soient respectés. Je ne voulais pas profiter de leur faiblesse ces jours. Pourtant, j'étais à l'audience ces jours jusqu'à 1h du matin, jusqu'à minuit 27. Mais le lendemain, j'aurais pu dire que je suis fatigué. Mais non, un parquetier, il est plus qu'un militaire. Il ne reste seulement qu'à apporter la tenue. Je suis au point. Et ces jours, j'étais prêt à prendre mes réquisitions, qui ont duré d'ailleurs 45 minutes. Alors, madame, je peux vous assurer que toutes les exceptions qui ont été soulevées par les avocats ont été satisfaites et le procès a été mené avec la sagesse du président et on vient de vous donner le verdict hier. Ils l'ont dit et je vous l'ai répété, ils ne peuvent pas rentrer dans le fond. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est un procès politique. Mais dire qu'il n'y a pas eu de garantie, non. Tout ce qu'ils ont soulevé, on a permis afin qu'ils soient prêts et nous avions donné les réponses nécessaires. Après, Madame Epiphanie, Monsieur Stéphane, le jour plus. Vous dites que le procureur, dans ses réquisitions, a eu à dire que les faits sont suffisamment graves. Que les faits sont graves. Et certains disent que en ville, que certains disent que la poursuite, est-ce que cette poursuite n'est pas motivée par une autre réalité, notamment celle de se venger de quelqu'un qui a déchiré les résultats
de l'élection présidentielle de 2010 en direct à la télévision. J'ai dit, et je le répète, il faut que ça soit encore noté. Le procureur ne peut pas mener des actions pour dire qu'il va se venger. Le procureur n'est pas là pour dire qu'il va se venger de quelqu'un. Non. Non. Le procureur, non. Ces procès, et je l'ai dit de noter que le temps de la justice n'est pas le temps des politiciens. C'est clair et net. C'est une coïncidence peut-être malheureuse. Vous dites que nous sommes aujourd'hui à 9 mois des élections présidentielles. Mais j'ai expliqué tout à l'heure la procédure concernant des faits criminels. On ne peut pas juger des faits criminels comme des faits délictuels. Je l'ai dit. Alors, se venger? Non. Ce qu'il faut retenir ici, je l'ai dit et répété, M. Damana Picasse n'a pas été poursuivi en raison de sa qualité d'homme politique. Non. Mais il a été poursuivi en raison des faits qui lui sont reprochés et qui sont d'une particulière gravité. Et ce sont des faits criminels. J'ai dit et répété que M. Damana Adja Picasse a été cité dans des dossiers d'action subversive, dans plusieurs autres dossiers d'action subversive. Je l'ai dit. Mais là-bas, il n'a pas été poursuivi parce qu'on n'avait pas d'éléments probants. Mais nous, ici, on a estimé qu'il y avait des éléments probants. C'est pour cela qu'il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Sinon, il ne s'agit pas de se venger. L'acte qu'il a posé, ça ne concerne pas le procureur. Le procureur n'est pas politique. Le procureur poursuit des faits. Et lui-même, il a eu l'occasion de s'exprimer sur ces faits. Pas parce qu'il est un homme politique, non. Il faut que ce soit noté une fois pour de bon. Et en plus, la qualité d'homme politique ne constitue pas une immunité. Il faut que ce soit clair et pour tous les hommes politiques. Pour tous les hommes politiques. Non. Si vous commettez des faits susceptibles d'être poursuivis sur la base du code pénal, alors nous allons donner la réponse judiciaire qu'il faut pour les faits commis. Donc, à ce niveau-là, il ne s'agit pas... Bon, les réseaux sociaux, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui vient de se réveiller ce matin, même s'il se brosse, hein, il se filme et il met sur les réseaux sociaux. Bon, c'est facile pour certains de prendre le raccourci pour dire non, 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 le procureur est à la recherche des éléments pour pouvoir se venger. Non, c'est trop terre à terre, c'est petit. C'est petit. Est-ce que vous savez d'autres dossiers que nous avions? Mais non. Tant que la sécurité de l'État est menacée, alors je vais réagir avec la dernière énergie et de façon efficace. Ici, M. Damana Adja Picasse n'a pas été poursuivi en raison de sa qualité d'homme politique. Il ne s'agit pas d'une action de vengeance. C'est ceux qui n'ont pas pu lire tout le dossier, c'est le raccourci qu'ils trouvent pour dire sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on tend un micro à un avocat ou à un responsable politique, naturellement, c'est ce qu'il dira. Mais non, nous sommes dans un dossier criminel. S'il vous plaît, souvent, si vous avez du temps, ce n'est pas cher, payez le code de procédure pénale et vous allez voir les délais qui sont imposés au juge d'instruction pour pouvoir clôturer une procédure criminelle et les délais qui sont imposés à la chambre d'instruction pour pouvoir clôturer et les délais qui sont imposés au procureur de la République pour enrôler le dossier devant le tribunal criminel, sans oublier les différents renvois que les avocats vont demander. Ça peut s'étaler comme ça sur 1 an. Voilà, on a eu la chance même que nous avions tout mis à leur disposition, ils n'avaient plus d'arguments. Tout était prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure. On dit, prenez-vous, le procureur va prendre ses réquisitions, prenez, et vous allez plaider et dire non, on n'est pas prêt. Tenez-vous bien, le jour même où nous avons pris nos réquisitions, ils avaient encore demandé un renvoi parce qu'il y a un des avocats qui était absent. Mais ce n'est pas une cause de renvoi. Mais le parquet, dans un souci
de leur permettre d'être à l'aise vis-à-vis de moi. Et ils savent qui est en face d'eux. Ils le savent. Et on se fréquente, ça fait plus de 25 ans. On se connaît. J'ai demandé au président de ne pas renvoyer, mais de leur accorder 2 heures de temps pour qu'ils aillent encore harmoniser leur manière, leur stratégie de la défense. Et ils ont accepté ça. Tout ça pour montrer que le procureur est prêt et il connaît son dossier, mais c'était eux qui étaient en difficulté. Voilà. Et il ne s'agit pas bon, ça c'est ceux qui sont dans les grains qui peuvent dire ça. Sinon vous, journalistes que nous respectons, qui avez suivi le procès, vous savez qu'il ne s'agit pas d'un acte de vengeance. Vous, journalistes qui connaissez le code pénal et le code de procédure pénale, vous savez les différents délais qui sont imposés aux magistrats pour pouvoir terminer une telle enquête. Alors, M. Simon AIP. Simon, laissez-nous. AIP. Le dossier de la désobéissance civile, s'il existe, bon, quelle est l'opportunité de ces poursuites quand on sait que nous sommes à 8 mois? Bon, je crois avoir répondu. Hein. Voilà, je l'ai répondu. J'ai dit que notre temps n'est pas celui des politiciens et que ce qui nous intéresse, vraiment, nous sommes en dehors de ces politiques-là. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est de poursuivre les faits qui sont soumis, de poursuivre les faits qui ont été commis par les accusés. Donc, j'ai déjà donné la réponse. Monsieur Alassane, oui. Oui. Ah oui. Voilà, concernant le dossier de la désobéissance civile, vous avez cité le nom d'une personnalité, mais vous avez dit M. Afi Nguessan, effectivement, ils sont sous contrôle judiciaire, tout le monde le sait. Voilà, mais le dossier n'est pas encore clôturé. Un dossier qui n'est pas encore clôturé, il est prématuré pour le procureur de donner déjà son avis. Je vais vous inviter bientôt, lorsque nous allons clôturer ce dossier, vous serez là aussi du début jusqu'à la fin. Sinon, le dossier existe bel et bien. Monsieur Alassane, Soir Info, le parquet observe et agira. Avez-vous la peine qui a été prononcée? Est-ce que c'est pour faire taire certains opposants? Non. Nous, on ne pose pas, le procureur ne pose pas ses actes en tenant compte de l'homme politique. Là encore, je reviens toujours sur ma fameuse phrase. Notre temps n'est pas celui des politiciens. Nous, on ne rentre pas dans les considérations politiciennes. Mais en même temps, nous profitons de ce dossier effectivement pour lancer un signal fort à tous ceux qui ont toujours des velléités de vouloir comploter contre l'autorité de l'État. Voilà, ça, c'est le ministère public qui le dit. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux informé que le procureur de la République. C'est le directeur de toutes les enquêtes, les différents services de renseignement. Alors, donc, c'est clair qu'on puisse dire que nous agirons si d'aventure on a des éléments probants contre certaines personnes qui vont tenter de chercher à créer le chaos. Voilà. Donc, pour nous, c'est un avertissement aussi. Le hasard du calendrier me permet alors de lancer cet avertissement, ce signal fort à l'endroit de tous ceux qui sont dans cette dynamique et qui sont toujours dans ce schéma du refus des résultats sortis des urnes en 2010. Non. Donc c'est un signal fort. J'ai dit que nous sommes prêts. Donc il faut que ce soit clair. Je vais commencer par la dernière question de M. Fabrice, voilà, qui dit qu'il y a une certaine opinion qui estime que je suis le bras séculier du pouvoir. Et ça me fait sourire. Voilà, je suis le bras séculier du pouvoir parce qu'en son temps,
il semble que j'ai représenté le ministère public près le tribunal de première instance de Bouaké lorsque M. Mangwa Jacques était en conflit avec la loi, hein, dans une procédure. Et il se trouve qu'aujourd'hui, M. Damana Adjapikas, M. Kwa Justin et autres, voilà, sont jugés au moment où encore je suis là. Mais c'est une coïncidence de calendrier, là vous le savez. Voilà, j'ai été procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké pendant 6 années. J'y étais. Les faits poursuivis contre M. Mangwa Jacques Paix à son âme ont été commis au moment où j'étais là. Bon, nous avions joué notre partition en tant que représentant du ministère public. Écoutez, il y a le premier degré, il y a le second degré, il y a la Cour de cassation. Donc, dire que je suis bras séculier, non, pas du tout. C'est un hasard de calendrier. Aujourd'hui, vous venez, mais quand j'ai quitté Bouaké, mon premier poste à Abidjan n'est pas le poste de procureur de la République d'Abidjan. J'étais d'abord le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. J'ai été le premier procureur de la République là-bas. Et avant de me retrouver ici, par la volonté d'Allah et de ma hiérarchie. Donc, c'est vraiment un hasard de calendrier. Je ne suis pas un bras séculier, un procureur de la République. Voilà, il ne fait que faire son travail conformément aux règles du Code de procédure pénale. Vous le savez, c'est des dossiers même que j'ai pris en cours, mais que nous les maîtrisons et nous les connaissons. Et nous sommes fiers d'avoir conduit ce procès jusqu'à son terme. Alors, pour être clair, je ne suis pas bras séculier, je ne suis qu'un procureur de la République. Voilà. Alors, tout à l'heure, le frère Faustin Yao, notre voix, dit que le procureur de la République a dit que nous sommes prêts chaque fois que la sécurité du pays sera menacée, nous serons là, hein, pour pouvoir faire appliquer la loi. Hein. Il dit qu'il y a eu des procédures pendant, je crois, la désobéissance civile ou bien quoi, où il y a eu le cas du Baka Vert, c'est ce qu'il dit. Alors, et puis il y a eu décapitation d'un jeune homme à Daoukro, et puis il y a eu des menaces qui ont été proférées contre la communauté catholique. Voilà, que ce sont des faits qui peuvent troubler l'ordre public. Alors, s'il y a eu des poursuites, alors ils souhaitent avoir la date et quand. Voilà. Mais je voudrais dire en toute sincérité et porter à votre connaissance que le 24 décembre 2024, les faits qui ont eu lieu à Daoukro où il y a eu des décapitations, ces faits-là ont été jugés en bonne et due forme. Une décision a été rendue, les coupables ont été déclarés, ont été condamnés. Les accusés qui ont été reconnus coupables par le tribunal criminel ont été jugés. Certainement, la presse n'a pas fait attention. Ils ont été condamnés en bonne et due forme le 24. 10 années d'emprisonnement ferme le 24 décembre 2024. Donc, c'est des faits qui ont été jugés. Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Voilà. C'est quelque chose que j'ai vu toujours dans la presse ou bien sur les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais regarder si vraiment il y a un dossier concernant cette affaire de ces menaces-là. Mais je dis et je rassure que le procureur de la République est là pour faire appliquer la loi et est là pour défendre l'intérêt de la société. Alors, donc, s'il y a des dossiers concernant cette menace concernant la communauté catholique, vous serez informé de la date si d'aventure il doit y avoir un procès. Voilà. Sinon, concernant ce qui s'est passé à Daoukro, ça a déjà fait l'objet d'un jugement. Voilà. Et ceux qui ont été jugés, ça a eu soit de relever appel ou pas, mais ça a été déjà vidé. En ce qui concerne
la question de monsieur... Voilà, de monsieur Alain Aka, Jeune Afrique. Vous dites que dans le dossier, il est dit clairement que monsieur Damana Picas est le financier et qu'il était approvisionné par certaines personnalités, notamment M. Katina, ministre, M. Katina, M. Monet et le révérend John Robert. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous dites maintenant pourquoi ces personnalités n'ont pas été appelées à la barre. J'ai dit qu'il s'agit d'un dossier fouillé. Si on avait eu des éléments probants à l'encontre de M. Katina Kone, on n'aurait même pas hésité un instant. Parce que c'est des déclarations, mais des déclarations, il faut faire les différentes vérifications. Ces déclarations sont un peu différentes sont différentes de celles qui concernent M. Damana Picas entre lui et Eni Jean-Claude. Voilà. Donc, si nous n'avons pas la preuve, la traçabilité des transferts de fonds, il ne s'agit pas quand même d'inquiéter les uns et les autres. Mon parquet ne veut pas tomber dans l'arbitraire. Mon parquet ne veut pas tomber dans l'arbitraire. Tant que nous ne sommes pas convaincus, nous ne vous impliquons pas dans notre procédure. S'ils n'ont pas été appelés à la barre pour venir témoigner, ou bien ils n'ont pas été poursuivis, tout simplement c'est parce que le parquet n'a pas pu obtenir, avec les juges d'instruction, les éléments probants de ce qui a été dit les concernant. Mais concernant Damana Picas, nous avons eu suffisamment d'éléments. Et je l'ai dit, en dehors de ce dossier, il a été cité dans d'autres dossiers, mais seulement on n'avait pas eu d'éléments comme les éléments fournis cette fois-ci. Oui, c'est la raison pour laquelle ces personnalités-là n'ont pas été convoquées par le ministère public. Monsieur le procureur, nous sommes au terme de notre conférence de presse. Je vais vous laisser dire votre mot de fin. D'accord. Merci, madame. Alors, je voudrais encore renouveler mes remerciements à l'ensemble des journalistes qui ont répondu de façon responsable à notre invitation. Et nous en sommes honorés. Et je voudrais, pour terminer, dire que ce procès permet au parquet de donner un signal fort à toutes les personnes qui ont toujours des velléités de mener des actions subversives. Je dis, il s'agit de donner un signal fort à toutes ces personnes qui ont des velléités de mener des actions subversives. Je voudrais dire que les appels incessants de certains acteurs politiques qui sont poursuivis à user de la violence pour créer des troubles à l'ordre public sont suivis. Je répète, de façon grave, que les appels incessants de certains acteurs politiques qui sont poursuivis à user de la violence pour troubler l'ordre public sont suivis de près. Je le dis afin que nul n'en ignore. Enfin, le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas l'abandon des charges, parce qu'il s'agit des faits criminels. Et ces faits criminels sont loin d'être prescrits. Je répète, le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas l'abandon des charges. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des faits purement criminels. Je fais allusion à ce que vous savez. Le dossier de la désobéissance civile, ça y est là.
On n'a pas abandonné. Les gens ne voient pas donc le silence sur certains dossiers. Le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas abandon. Il s'agit des faits purement criminels qui sont loin d'être prescrits. Enfin, je voudrais dire aux uns et aux autres que mon parquet est prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, physiquement, psychologiquement, à apporter la réponse appropriée, la réponse judiciaire appropriée à toute personne, quelle qu'en soit sa qualité d'homme politique ou agent d'exécution, pour toute action subversible, pour toute tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts donc, et ça peut faire l'objet même de vos titres. Nous sommes prêts. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Il faut qu'on tourne ces pages sombres et passer à autre chose. Je vous remercie. Merci pour votre aimable attention. Je crois que c'est très simple, hein? On va aller un peu plus vite. Je vais commencer par la dernière question de M. Fabrice, voilà, qui dit qu'il y a une certaine opinion qui estime que je suis le bras séculier du pouvoir. Et ça me fait sourire. Voilà, je suis le bras séculier du pouvoir parce qu'en son temps, il semble que j'ai représenté le ministère public près le tribunal de première instance de Bouaké lorsque M. Mangwa Jacques était en conflit avec la loi, hein, dans une procédure. Et il se trouve qu'aujourd'hui, M. Damana Adjapikas, M. Kwa Justin et autres, voilà, sont jugés au moment où encore je suis là. Mais c'est une coïncidence de calendrier, là vous le savez. Voilà, j'ai été procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké pendant 6 années. J'y étais. Les faits poursuivis contre M. Mangwa Jacques, paix à son âme, ont été commis au moment où j'étais là. Bon, nous avions joué notre partition en tant que représentant du ministère public. Écoutez, il y a le premier degré, il y a le second degré, il y a la Cour de cassation. Donc, dire que je suis bras séculier, non, pas du tout. C'est un hasard de calendrier. Aujourd'hui, vous venez, mais quand j'ai quitté Bouaké, mon premier poste à Abidjan n'est pas le poste de procureur de la République d'Abidjan. J'étais d'abord le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. J'ai été le premier procureur de la République là-bas. Et avant de me retrouver ici, par la volonté d'Allah et de ma hiérarchie. Donc, c'est vraiment un hasard de calendrier. Je ne suis pas un bras séculier. Un procureur de la République, voilà, il ne fait que faire son travail conformément aux règles du Code de procédure pénale. Vous le savez, c'est des dossiers même que j'ai pris en cours, mais que nous les maîtrisons et nous les connaissons. Et nous sommes fiers d'avoir conduit ce procès jusqu'à son terme. Alors, pour être clair, je ne suis pas bras séculier, je ne suis qu'un procureur de la République. Voilà. Alors, tout à l'heure, le frère Faustin Yao, notre voix, dit que le procureur de la République a dit que nous sommes prêts chaque fois que la sécurité du pays sera menacée, nous serons là, hein, pour pouvoir faire appliquer la loi. Il dit qu'il y a eu des procédures pendant, je crois, la désobéissance civile ou bien quoi, où il y a eu le cas du Bakaver, c'est ce qu'il dit. Alors, et puis il y a eu décapitation d'un jeune homme à Daoukro, et puis il y a eu des menaces qui ont été proférées contre la communauté catholique, voilà, que ce sont des faits qui peuvent troubler l'ordre public. Alors, s'il y a eu des poursuites, alors ils souhaitent avoir la date et quand, voilà. Mais je voudrais dire en toute sincérité et porter à votre connaissance que le 24 décembre 2024,
les faits qui ont eu lieu à Daoukro où il y a eu décapitation, ces faits-là ont été jugés en bonne et due forme. Une décision a été rendue, les coupables ont été déclarés, ont été condamnés. Les accusés qui ont été reconnus coupables par le tribunal criminel ont été jugés. Certainement, la presse n'a pas fait attention. Ils ont été condamnés en bonne et due forme le 24. 10 années d'emprisonnement ferme le 24 décembre 2024. Donc, c'est des faits qui ont été jugés. Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka vert. Même si je veux... voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka vert. Voilà. C'est quelque chose que j'ai vu toujours dans la presse ou bien sur les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais regarder si vraiment il y a un dossier concernant cette affaire de ces menaces-là. Mais je dis et je rassure que le procureur de la République est là pour faire appliquer la loi et est là pour défendre l'intérêt de la société. Alors donc s'il y a des dossiers concernant cette menace concernant la communauté catholique, vous serez informé de la date si d'aventure il doit y avoir un procès. Voilà. Sinon, concernant ce qui s'est passé à Daoukro, ça a déjà fait l'objet d'un jugement. Voilà. Et ceux qui ont été jugés, ça a eu soit des relevés, appel ou pas, mais ça a été déjà vidé. En ce qui concerne la question de monsieur... Voilà, de M. Alain Aka, Jeune Afrique. Vous dites que dans le dossier, il est dit clairement que M. Damana Pikas est le financier et qu'il était approvisionné par certaines personnalités, notamment M. Katina, ministre, M. Katina, M. Monet et... monsieur le révérend John Robert. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous dites maintenant pourquoi ces personnalités n'ont pas été appelées à la barre. J'ai dit qu'il s'agit d'un dossier fouillé. Si on avait eu des éléments probants à l'encontre de M. Katina Kone, on n'aurait même pas hésité un instant. Parce que c'est des déclarations, mais des déclarations, il faut faire les différentes vérifications. Ces déclarations sont un peu différentes sont différentes de celles qui concernent M. Damana Pikas entre lui et Eni Jean-Claude. Voilà. Donc, si nous n'avons pas la preuve, la traçabilité des transferts de fonds, il ne s'agit pas quand même d'inquiéter les uns et les autres. Mon parquet ne veut pas tomber dans l'arbitraire. Mon parquet ne veut pas tomber dans l'arbitraire. Tant que nous ne sommes pas convaincus, nous ne vous impliquons pas dans notre procédure. S'ils n'ont pas été appelés à la barre pour venir témoigner, ou bien ils n'ont pas été poursuivis, tout simplement c'est parce que le parquet n'a pas pu obtenir, avec les juges d'instruction, les éléments probants de ce qui a été dit les concernant. Mais concernant Damana Pikas, nous avons eu suffisamment d'éléments. Et je l'ai dit, en dehors de ce dossier, il a été cité dans d'autres dossiers, mais seulement on n'avait pas eu d'éléments comme les éléments fournis cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle ces personnalités-là n'ont pas été convoquées par le ministère public. Monsieur le procureur, nous sommes au terme de notre conférence de presse. Je vais vous laisser dire votre mot de fin. D'accord. Merci, madame. Alors, je voudrais encore renouveler mes remerciements à l'ensemble des journalistes qui ont répondu de façon responsable à notre invitation. Et nous en sommes honorés. Et je voudrais, pour terminer, dire que ce procès permet au parquet de donner un signal fort à toutes les personnes qui ont toujours des velléités de mener des actions subversives.
Je dis, il s'agit de donner un signal fort à toutes ces personnes qui ont des velléités de mener des actions subversives. Je voudrais dire que les appels incessants de certains acteurs politiques qui sont poursuivis à user de la violence pour créer des troubles à l'ordre public sont suivis. Je répète, de façon grave, que les appels incessants de certains acteurs politiques qui sont poursuivis à user de la violence pour troubler l'ordre public sont suivis de près. Je le dis afin que nul n'en ignore. Enfin, le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas l'abandon des charges, parce qu'il s'agit de faits criminels. Et ces faits criminels sont loin d'être prescrits. Je répète, le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas l'abandon des charges. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des faits purement criminels. Je fais allusion à ce que vous savez. Le dossier de la désobéissance civile, ça y est là. On n'a pas abandonné. Les gens ne voient pas donc le silence sur certains dossiers. Le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas abandon. Il s'agit de faits purement criminels qui sont loin d'être prescrits. Enfin, je voudrais dire aux uns et aux autres que mon parquet est prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, physiquement, psychologiquement, à apporter la réponse appropriée, la réponse judiciaire appropriée à toute personne, quelle qu'en soit sa qualité d'homme politique ou agent d'exécution, pour toute action subversive, pour toute tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts donc, et ça peut faire l'objet même de vos titres. Nous sommes prêts. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Il faut qu'on tourne ces pages sombres et passer à autre chose. Je vous remercie. Merci pour votre aimable attention.